bienvenue dans l'épisode 7 de Serial Causeur, l'émission 100% série. Et aujourd'hui, c'est Tom qui va vous présenter nos causeurs. Alors, il est blogueur série, il a tout vu, mais il ne dit jamais ce qu'il a aimé. C'est Yann. Bonjour. Elle a vu la lumière, elle est rentrée, et ben on n'a pas voulu la mettre à la porte, c'est Sophie, qui écrit pour Série Chérie. Tout à fait. Je ne sais plus quoi dire sur lui, et il est toujours là, c'est Romain, Bonjour. journaliste pour Première. Et il nous fait l'honneur d'être là et on est très content. C'est Thomas Détouche, Bonjour. responsable éditorial à Allociné, Exactement. rubrique série. Série, tout à fait. Ouais. Bonjour à tous. Alors Bonjour. qu'est-ce qui marche le mieux à Allociné? C'est les séries ou les films? Historiquement, Allociné, c'est un site de cinéma, donc on va dire que le cinéma est encore devant les séries, mais les séries maintenant, ça fait 9 ans. Non, ça va faire 10 ans que ça existe les séries sur Allociné, donc on est maintenant bien installé. Non, ça fonctionne toujours autant, donc c'est bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés 2015, fin 2014, on triche un petit peu. Et c'est Romain qui va nous faire le brief. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle série. Et cette année encore, les chaînes nous ont gâtés par leur diversité. Netflix nous fait voyager au cœur de l'Asie avec sa série historique Marco Polo. Des rats de bibliothèque résolvent des mystères surnaturels dans The Librarians pour TNT. Mais 2015 sera sans doute une année musicale, puisqu'on pousse la chansonnette avec Galavant. Et on rappe en famille dans Empire. De son côté, Marvel revisite le monde de l'espionnage des années 40 en compagnie de l'agent Carter, la chérie de Captain America. On sourit avec les déprimés de Togetherness. Et enfin, la SF d'anticipation est de retour à la télévision avec l'adaptation du film de Terry Gilliam, L'Armée des 12 singes. Donc nous allons commencer avec Marco Polo. Donc Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la série? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un gros budget fait qu'une série est bonne? Non, un budget n'est pas synonyme de qualité pour une série, mais c'est comme à peu près tout d'ailleurs. Dès qu'on parle d'art, un budget n'est pas synonyme de qualité. Marco Polo, c'est un énorme budget, ça c'est sûr. Netflix a mis beaucoup de billes dans l'affaire. Moi, je fais partie de la team qui n'a pas trop aimé Marco Polo. Alors, je vois l'argent à l'écran. Super paysage, super décor, super costume, tout ce qu'on veut. Malheureusement, ce qui prime sur une série comme sur les films, etc., c'est l'écriture. Et c'est justement, à mon humble avis, ce qui pêche chez Marco Polo. C'est pas l'argent, c'est l'écriture. Romain n'est pas d'accord? Si, je suis d'accord. J'ai bien aimé Marco Polo à partir d'un certain moment, mais je suis d'accord que l'argent, pour le coup, prime sur l'écriture de la série. La série s'appelle Marco Polo, et Marco Polo n'est pas très... est un peu en arrière par rapport aux autres personnages, par rapport à Kublai Khan. Donc c'est dommage, l'acteur il est pas si bon que ça. Après, je trouve que ça s'améliore quand même au fil des épisodes. La tension augmente après l'épisode 3, 4, 5. Mais les débuts sont complètement ratés, je trouve. C'est une sorte de mash-up en fait entre Game of Thrones. C'est pour ça que tout le monde en a parlé d'ailleurs, même si les gens de Netflix ont dit récemment qu'en fait non, nous on voulait pas faire notre Game of Thrones, on voulait faire Marco Polo. Bref, donc c'est un mash-up entre Game of Thrones et les séries historiques à la Tudor, etc., Vikings. Et c'est vraiment collé, tu vois. Ils ont dit on va prendre un peu de Marco Polo, on va prendre un peu de Tudor, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Marco Polo, personne n'a raconté. En fait. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de vrai joint dans la série. C'est pas très fluide en fait, il y a beaucoup de grands tableaux, mais on n'a pas l'impression que ça avance en plus. Alors c'est une série sur l'exploration au final. Déjà, il reste toujours au même endroit. Oui, c'est ça. Il faut rentabiliser le décor. Ça a coûté cher. C'est comme j'avais un ami qui disait que Game of Thrones, la première saison était fantastique, mais qu'on voyait trop l'argent. Du style, quand on voyait quelqu'un qui arrivait dans la salle du trône pour voir le trône justement, en fait, elle arrivait dans la porte, puis elle faisait toute la salle, on voyait bien tout le décor, on arrivait au trône. Comme ça, on voyait bien qu'il y avait un super décor, et ça avait coûté cher. Ben, c'est un peu, même si j'étais pas d'accord avec ça, je voyais ce qu'il voulait dire, et c'est un peu le souci dans Marco Polo, vraiment. D'autant plus qu'il y a une scène de bataille qui est formidable à la fin de l'épisode 1, 2, j'ai vu. Entre les deux le frères. duel là, ouais. Non, je crois que c'est la fin de l'épisode 2, oui, c'est ça. Ça c'est formidable. Ça c'est très bien. Mais c'est sur deux personnages, on voit la problématique, on vient à l'humain, on est plus en... Et voilà, si Marco Polo arrive à recréer ça, tant mieux, sinon... Justement, au fil des épisodes, ils arrivent quand même à se reconcentrer sur l'humain, même s'il y a toujours évidemment les décors. Marco ne reste plus forcément dans la cour de Cannes, il voyage un peu plus, même si c'est pas non plus... mais ça se ressent à peu près sur l'humain.
vers la fin de la saison. Trop tard, je pense, malheureusement. Du coup, on voit bien que ce qui a sauvé la série, c'est pas tant d'avoir de l'argent que le mode de diffusion Netflix qui a permis de mettre les 8 épisodes d'un coup. Parce qu'à la rigueur, si les 10, pardon. Si les 2 premiers étaient moyens, il y a des gens qui ont quand même continué, et puis ça a laissé sa chance à la série, peut-être c'est pour ça que des gens ont continué. Si ça avait été diffusé premier et deuxième, il y a énormément de gens qui auraient lâché, parce que les 2 premiers épisodes sont quand même catastrophiques, quoi. Donc, pas forcément, il y en a qui ont arrêté au bout de 2 épisodes, même en regardant sur Netflix ou même... Ce qui a éventuellement sauvé Marco Polo aussi, c'est le fait que ce soit une série globale qui est proposée de manière globale aussi. Vraiment, elle a été pensée pour un marché mondial, et elle a été diffusée sur un marché mondial, en tout cas Netflix. Je parle pas du piratage. Donc ce qui a peut-être sauvé Marco Polo aussi, c'est justement cette vision à l'origine, qui était une série globale pour un public global. Peut-être ça aussi. Mais je suis d'accord avec toi, le fait d'avoir 10 épisodes, tu peut-être donne plus sa chance à la série, je sais pas. Pas foncièrement d'accord avec ça, mais why not. Ça s'améliore un peu aussi au cours de la saison, donc on va pas... Enfin, s'arrêter à 2 épisodes, voilà, je pense que les gens ont continué, ils sont peut-être aperçus que c'était un peu mieux par la suite, ont voulu... Quoi qu'il arrive, aller au bout, hein. Quoi qu'il arrive, il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Ouais. Donc terminer Marco Polo si vous avez abandonné. Je m'applique ce conseil. Je terminerai la première saison. Est-ce que tu seras là pour la saison 2? Faut pas m'en demander trop. D'accord. Non, si par curiosité, même si j'ai pas aimé une série, que j'ai fait une saison, je regarde toujours l'épisode de la saison suivante. Au cas où. Voilà. Romain, tu seras client de la saison 2? Oui. Je serai là. Un réseau, oui. Et vous serez là? Oui. Moi j'aime beaucoup. J'ai pas du tout aimé la manière d'écrire un personnage féminin, et c'est pas tant une question de profondeur ou pas, c'est que dans le premier épisode, elles sont toutes présentées par leur attribut sexuel. C'est-à-dire, il y avait la nana qui couche et qui utilise son pouvoir par rapport à ce qu'elle tire de sa sexualité. La nana qui justement n'a pas de scène de sexe et qui du coup va être celle dont le héros va pouvoir... qui va être attiré... dont le héros va être attiré. Cette phrase n'a aucun sens. Et du coup, ça m'a un peu gênée. Et j'ai vu aussi que les producteurs étaient les frères Weinstein, parce que je ne savais pas du tout avant de commencer l'épisode. Et j'ai trouvé un petit peu de ce qui leur est reproché parfois, de vouloir faire justement privilégier un peu ce qui va attirer le chaland, c'est-à-dire scène de sexe et tout, par rapport à l'écriture psychologique des personnages. Et ça se ressent beaucoup, je trouve. Yann? En fait... moi j'étais d'accord avec ce que disait Thomas sur le fait que on peut comparer à Viking en fait, parce que Viking en fait c'est un personnage qu'on connaissait, enfin pour lequel on n'a pas vraiment de fait historique, et dans Marco Polo c'est un peu pareil en fait, on voit qu'ils romancent, qu'ils font beaucoup de choses, et ça fonctionne pas forcément dans le sens où ça part dans tous les sens, on a les Chinois d'un côté, on sait qu'il a fait un long voyage mais on passe très vite sur le voyage, on arrive tout de suite en Mongolie. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à l'aspect asiatique, c'est vraiment réussi, quoi. On sent que ça a été fait par des amoureux de l'Asie, que tout l'aspect chinois est parfait, et vraiment dans l'ambiance. On a l'aspect geisha, on a l'aspect combat chinois aussi, un peu le Wuxiapian, le film chinois. Et on retrouve des éléments tigre à dragon, un peu le personnage de l'entraîneur de Marco Polo. Cliché, ce personnage, il est tellement cliché. Ouais, c'est Maître Miyagi dans Karate Kid, qui attrape une mouche avec des baguettes, tu vois. Non, mais bon, c'est sûr que c'est un peu déjà vu, mais faut le faire, quoi. En termes de série, c'est pas forcément déjà fait, quoi. C'est pas parce que c'est pas déjà fait qu'il faut le faire. Bah si, moi, je trouve que moi j'ai aimé, quoi. Justement. Ah non, mais tu as le droit d'aimer, je trouve, ce personnage d'entraîneur aveugle qui est capable de voir à peu près tout ce que l'autre n'a pas encore pensé faire. Ouais. Non, c'est pas possible ça. Il va mettre son bâton là. Bon, après le personnage on le détaille pas vraiment, à la fin non je vais pas raconter. Disons qu'il est bien mis en scène, je trouve, quand même, sur l'ensemble. Ok. C'était un peu dommage aussi que le personnage de Gengis Khan, moi j'ai trouvé qu'il avait quand même pas trop d'aura. C'est pas Gengis Khan, c'est Kublai Khan. Ouais. Pardon. Gengis Khan, je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père. Même je trouve qu'il a pas trop d'aura, et je trouvais ça un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'en tant que chef de guerre et tyran, etc., il y ait plus de côté positif. Qu'est-ce qui fait aussi qu'il règne sur le... Je suis pas du tout d'accord parce que le personnage pour moi, de ce que j'ai vu de Marco Polo encore une fois, contrairement à Romain qui a tout vu, c'est le personnage pour moi le mieux défini et dès le départ en plus. D'autant plus avec ce duel où on voit ses valeurs, ses vraies valeurs,
qu'il met à exécution. Pour le coup, moi, ce personnage-là, je trouve pour le coup vraiment fascinant. S'il y a un truc qui me permet en fait, de continuer la série, éventuellement, c'est lui. Pour moi, c'est pas Marco Polo. Ouais, Et là, je te rejoins sur le fait qu'il est vraiment en retrait. Voilà. En tout cas, c'est disponible sur Netflix France. Donc, regardez, jetez un coup d'œil. bien sûr. Pour l'acteur, au moins. Et voilà, ça. Ça, c'est un bon argument. Il faut bien l'argument. Enfin, pour l'acteur, pour le physique de l'acteur, hein, pas pour son jeu. Enfin, je sais ce que je voulais dire. On passe à une série de TNT, qui est assez rare. The Librarians. Alors, est-ce que c'est le nouveau Doctor Who? Oh non. Quand tu m'as envoyé ce mail avec cette formulation, j'étais tellement outré, j'ai crié, j'ai regardé mon chat, je fais comment il a pu écrire un truc pareil. Pauvre chat. Pauvre chat, ouais. Non, The Librarians, non, c'est pas le nouveau Doctor Who, et loin de là. Le The Librarians, en fait, c'est donc l'adaptation de téléfilm qui s'appelle The Librarian avec Noah Wyle. Qui date de 2004. Ouais, il y en a eu 3, je crois. Il y en a eu 3, il me semble. J'adore Noah Wyle, vraiment, je trouve ça un docteur formidable. The Librarians, en fait, est une série totalement ratée, chiante, pas drôle, cliché, cheap, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une série à voir, donc. Soporifique. Soporifique, c'est vrai, j'ai un peu lutté. En plus, c'est Pas très bien joué. par un double épisode. Ouais, Et le seul truc bien, c'est Noah Wyle et qui est sous-exploité. et je crois qu'il apparaît même pas dans tous les épisodes. Non. Donc, ouais, c'est... Un argument, moi. Donc finalement, oui, sans ce lead-là, tout le reste des personnages ne tient. Non, mais c'est une série d'aventures, ça ressemble à Sydney Fox. Sydney Fox, quoi. ouais. C'est exactement Arrêtez ça. de déconner, Sydney Fox, 20 ans après Sydney Fox. Enfin, c'est plus possible de faire une série pareille. Honnêtement, c'est plus possible. Donc non, moi j'ai vu ça pour l'amour. L'amour de mon métier, mais je vais m'arrêter là, vite. Donc c'est pas divertissant du tout. Bah en tout cas, moi ça ne m'a pas dit. Non, c'est dommage, c'est censé être une série d'aventures, de magie, de fantastique, mais il se passe rien, quoi. Il se passe rien Les du deux tout. premiers étaient quand même assez réussis. je Non, trouve. même, enfin, moi j'ai pas trouvé que c'était réussi, c'était pas très bien joué, c'était pas très... Peut-être des goûts de merde aussi. Mais bon, C'est pas nouveau. c'est pas nouveau. Non, par contre, il y a un truc, c'est dans le premier épisode, je sais pas s'il est dans les suivants, mais il y a une apparition de Bob Newhart qui jouait dans les téléfilms. oui, et Bob Newhart, c'est une dans le icône. miroir. Ouais, exactement. C'est une icône de la télévision américaine, enfin du divertissement américain. C'est quelqu'un que moi j'adore vraiment. Et il a une toute petite scène dans le double pilote dans le miroir qui est juste formidable. Et là, en 30 secondes, en fait, il met à plat toute la série. Enfin, je trouve ça déprimant quand même. Donc déjà que c'est pas terrible avec le personnage principal, donc quand il s'en va, c'est pas la peine de continuer. Parce que les personnages secondaires, enfin, qui deviennent... Alors, je sais que dans cette salle-là, il y a un fan d'un acteur qui s'appelle Christian Kane. Christian Kane qui a une expression de visage. Et là, il était heureux. C'est Ouais. vrai. Non, pas possible ça. Ouais, non, je suis d'accord. Donc ça n'a pas le potentiel d'un Doctor Who. Parce qu'on voit par exemple dans l'épisode 5, il y a Bruce Campbell qui arrive, qui joue le Père Noël. Ah oui, d'accord, je suis pareil. Voilà, c'est assez... C'est pas même, Christine, c'est même pas que ça n'a pas le potentiel d'être Doctor Who, c'est que ça n'a pas le potentiel d'être une bonne série tout court, je pense. Il y a le tellement concept un peu il y a assez... tellement de défauts à retravailler. Mm. Le concept est revu, les effets spéciaux sont ratés, y a pas de... même la dynamique de groupe est pas exceptionnelle, donc c'est pas... Non, Doctor Who, c'est quand même un des monuments de l'histoire de la télévision, quand même, vraiment. Alors, comparer The Librarians à Doctor Who, quelque part, il y a sans doute un ange qui est mort. Là. Vraiment, un ange pleureur qui est mort. Tom, tu vois ce que tu fais? Des avis sur Librarians? Pas du tout. Oui, mais rien d'intéressant à dire. D'accord. À oublier, quoi. Rien à ajouter. C'est une unanimité positive. C'est bien. On va passer maintenant à Jean Carter. C'était une des séries de cette rentrée plus attendue. Qu'est-ce que la série apporte, on va dire, comme valeur ajoutée à Agents of Shield? Alors moi je suis pas, alors je sais qu'à ma droite il y a un grand fan de Agents of Shield. Perso moi, je suis pas du tout un fan de Agents of Shield, qui est une série pour moi. On va me dire que ça s'est amélioré, c'est ça? Oui. Qui est une série ratée, vraiment du début à la fin, qui essaie maintenant de se raccrocher un petit peu à la mythologie pour l'améliorer, ou de développer une propre mythologie, ce qui est bien, au bout d'une saison et demie. Agent Carter, déjà c'est conçu comme une mini-série, donc faut le prendre comme tel, c'est très bien. Ce que ça rajoute par rapport à Agents of Shield, c'est qu'en fait ça se focalise sur un personnage qui est apparu dans trois films. oui, deux films. Les deux Captain Ouais, America, ouais, juste. c'est ça. Il me semblait qu'elle était. Bref. Mais elle est vieille dans le... Dans le Dans 2, elle le est vieille. Et en fait, moi, ce que ça rajoute, c'est une dose de féminisme, en fait. Et c'est une vraie héroïne féminine positive qui s'affirme et qui a vraiment.
ça ressemble à du Buffy en fait. C'est ce qui manquait à la télé. C'est ce qui manquait. Agents of Shield en fait, c'est que. Enfin, je vais pas développer sur Agents of Shield parce que je vais devenir très méchant. Mais je mets de côté Agents of Shield. Agent Carter est une série pour le moment réussie. Vraiment. Un vrai personnage défini, qui a des vraies valeurs. Et c'est super fun à regarder en plus. Moi j'étais prêt à la dézinguer la série. Et en fait je me suis aperçu que c'est super fun à regarder. Là, les 2 premières heures je les ai pas vues passer. Vraiment. C'est vraiment réussi. Hein. À ma grande surprise. Mais sans l'aspect Marvel, ça pourrait être une série réussie quand même. Parce que l'aura Marvel sert à quelque chose ou c'est juste Le une premier bonne série épisode commence par quasiment 10 minutes avec des rappels de Captain America et des images du film Captain America du premier. Donc non, ça Mais peut c'est pas bien. marcher sans. Non mais c'est très bien. C'est super pour se remettre dans le contexte. Oui, non, mais encore une fois, elle arrive à se rattacher à la mythologie et il n'y a pas à la dénaturer, donc c'est très bien. Et en plus, ça fait une vraie série. Ça sert à rien de faire une série comme si on faisait des films. Ça n'a aucun C'est sens. sûr. Donc elle arrive à trouver sa propre identité tout en se rattachant à la mythologie. Donc ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, non, mais je trouve ça, moi j'ai que des mots positifs à dire. Et en plus, j'aime pas vraiment Hayley Atwell, qui est l'héroïne principale, enfin l'actrice principale, et elle est plutôt bonne dans Agent Carter, vraiment. Donc vraiment, pour le coup, bonne surprise. Pour moi. On retrouve plein d'acteurs de séries d'ailleurs. Enfin, il y a John Michael Murray, il y a Lindsay Fonseca, il y a le mec qui a un nom imprononçable qui jouait dans Dollhouse. Enderkegaj. C'est ça. C'est avec la prononciation, vraiment. Enfin, personnellement, c'était un plaisir de retrouver aussi des acteurs de séries qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Ouais, il y a Chad Michael Murray. Ouais. Acteur. Sophie. Eh ben, je suis assez d'accord avec ce que tu m'avais dit. J'ai trouvé ça assez divertissant, etc. Et effectivement, c'est toujours intéressant dans Marvel de voir comment ils déploient leur récit sur tous les écrans et entrer dans ce truc énorme avec tous ces super-héros. À chaque fois, il y a ce nouveau rendez-vous qui est toujours un rendez-vous finalement. Et, je te coupe, mais ce qui était problématique avec Agents of Shield, c'est qu'en fait, au final, sauf les ultra hardcore fans de Marvel, s'en foutaient de voir les aventures du Shield. Enfin, moi j'adore Marvel, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des enquêtes du Shield? J'ai envie de voir des super-héros tout court, ce qui est impossible à faire à la télé. Et c'est pour ça que la série a eu vachement mal à revenir dans un chemin qui était possible. Agent Carter, ils ont appris leurs erreurs, ils ont dit non, on va faire un truc sur Agent Carter qui était un personnage qui était apprécié des fans des films. Vraiment, elle était vraiment soutenue. Donc, ils y sont allés à fond et ils ont fait une vraie série conçue comme une vraie série sur un personnage qu'on aime suivre. Mais là, elle est assez indépendante par rapport à l'univers Marvel finalement, parce qu'elle n'aura pas d'incidence. Alors qu'Agent of Shield est un peu l'appendice télé. Par exemple, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est à la pas d'incidence. Mais ils ont fait une série d'espionnage en même temps, ils sont pas repartis sur des trucs surnaturels, à gogo, avec plein de super-héros. Voilà, Captain America, il est plus. Enfin, à l'heure actuelle, il est dans le coma à l'époque de Agent Carter. Donc là, ils sont restés sur une série d'espionnage. Ouais, puis c'est C'est cool. aussi qui fait que c'est bien. Moi, j'adore le cinéma américain des années 40, j'adore ça. Donc, on le réactualise, on met un peu d'énergie, puis on pousse des valeurs que j'aime bien. Après, ça marche bien, c'est efficace, mais c'est pas non plus. Enfin, tu comparais à Buffy tout à l'heure. Buffy avait quand même volonté de parler de l'adolescence au-delà, d'utiliser les monstres, etc., pour parler d'autres choses, pour approfondir un personnage. Là, ça reste vraiment au stade de l'action pure quand même. Loin de moi l'idée de comparer Agent Carter qui a 3 épisodes avec Buffy qui a 7 saisons. Je suis un grand fan de Buffy. Ce que je disais simplement, c'est un personnage principal féminin avec des valeurs féministes qui s'affirment et qui, quelque part... En plus, c'est 2 âges différents. Agent Carter, elle est adulte. Buffy, elle était adolescente, même si elle devient adulte. Donc, la comparaison s'arrêtait, tournait juste au personnage principal féminin. Est-ce qu'on peut lier ça à Alias, par exemple? Ou là aussi, une série d'espionnage avec un personnage féminin Bien fort. sûr, ouais, bien sûr. Il faut oublier le côté un peu what the fuck de Alias. Oui. Excuse-moi si j'ai écorné Buffy, c'était pas du tout mon intention. Non, c'est pas ça, c'était juste pour dire que je trouvais qu'Agent Carter, enfin pour moi, manquait quand même un peu de sel et j'avoue que je suis pas sûre d'aller au bout de la saison non plus, quoi. Parce que j'ai l'impression que voilà, c'est un peu lassant, même si c'est génial d'avoir tous ces trucs sur les super-héros au bout d'un moment. Bah là, ce qui est intéressant dans Agent Carter, c'est tout ce qui est aussi libération de la femme, qui tout dans un milieu hyper macho. Justement, moi j'ai trouvé que ça allait tellement avec la truelle qu'au bout d'un moment, c'est pas crédible. Enfin, j'ai pas trouvé ça crédible une seule seconde, quoi. Le fait qu'elle vive dans un appartement avec des filles, les hommes. Ouais, non, mais c'est surtout au bureau, les Black Salas avec les mecs, et en fait, ils en mettent tellement des couches, on a compris, elle a ses règles, elle a mal à la tête à faire les courses. En fait, j'ai trouvé que ça y allait tellement fort qu'au final, ça allait peut-être à l'encontre de ce qu'ils cherchaient, à rendre le truc
intéressant d'avoir un point de vue féministe. Non, c'est pas ça, c'est juste des gros beaufs dans un bureau qui la descendent, quoi. Et du coup, ça, c'est je sais pas, j'ai pas trouvé ça vraiment trop caricatural super en intéressant. fait pour être Ouais, voilà, juste, trop caricatural pour que ce soit intéressant au final. Ça travaille ce personnage, oui, voilà, c'est une femme dans un monde d'hommes. Et ça, c'est sûr, c'est fun et divertissant, mais ça va pas au-delà. C'est utiliser le machisme pour en faire un élément scénaristique sans vraiment le travailler vraiment, quoi. Du coup, j'ai trouvé que c'était un peu décevant. En parlant de gros beauf. Non mais Transition je méchant. regardais- En parlant de regarde gros beauf, Robin, je te regarde. On va parler de série de gros beaufs, Galavant. Une série de gros beaufs, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que Galavant Qu'est-ce que ouvre ça la va porte aux nouvelles séries un peu décalées, musicales? Oui, je lance quelque chose après. Je sais pas À si vous de ça- me dire. Tu veux chanter C'est un petit peu, gros. Romain, pour illustrer? C'est plutôt une série de fans de Disney qui ont grandi, Galavant. Je sais pas si ça peut ouvrir la porte à d'autres au vu des audiences qui sont pas terribles. Mais faut déjà avoir un scénario derrière, des idées sur tout ça et ce qu'a Galavant, ce que peut améliorer Galavant également. Mais non, pour moi, Galavant, c'est un peu le rayon de soleil de ce début 2015 où on chante en chœur devant les mélodies de chaque épisode. Et non, pour moi, pour l'instant, c'est réussi. Ça peut faire mieux au niveau, je pense, des blagues ou des situations comiques, parce que c'est pas forcément le cas dans tous les épisodes. C'est pas drôle de la même façon dans tous les épisodes. Donc non, pour moi, ouais, c'est complètement réussi. Après, est-ce que ça va ouvrir la voie à d'autres séries du genre? Pas sûr. Thomas. Bah écoute, j'ai l'impression que t'es un gros bouffe. Non, moi j'ai beaucoup aimé Galavant, mais je la considère comme ce que c'est. C'était une comédie potache qui se prend pas la tête et qui est censée te faire rigoler et un peu chanter. Encore une fois, j'ai essayé une comparaison, mais c'est pas. Si on aime Princess Bride, qui est moi un de mes films cultes et qu'on adore, il y a ça derrière la caméra bien sûr, et qu'on aime bien aussi les Monty Python. Encore une fois, c'est pas au niveau de Princess Bride et Monty Python. Enfin, et Disney, comme tu disais, effectivement. Non, c'est- Comme tu disais, c'est cool, mais vraiment, c'est génial. Moi, je trouve ça extrêmement drôle, vraiment. Il y a plein de petits détails d'écriture. En fait, il faudrait revoir les épisodes, en fait. Pas simplement regarder, il faudrait revoir. Mais- Oh, ça va, ça dure 20 minutes. Pour moi, c'est vraiment Disney pour les adultes. Enfin, Ouais, il y a ouais. Menken qui faisait du coup, qui a fait la musique du Disney quand ils ont relancé Disney avec La Belle et la Bête, Aladdin, et quand ils ont essayé de refaire du Disney à sauce Broadway, justement, ce qui a relancé Disney dans ces années-là. Et Galavant, c'est juste la même chose, mais avec des blagues pour adultes, quoi. Et du coup, quand on a été nourri à Disney, etc., bah, on retrouve cet esprit. Mais ils ont enlevé le côté niais, ils ont essayé de faire que les princesses soient pas que des princesses et que les princes ça soit pas que des princes, et du coup c'est bon enfant et en même temps c'est pas conte de fées à pleine nouillasse, donc moi je trouve que ce pari est assez réussi. Il y a un personnage, le chef cuisinier, il est juste à mourir. Ouais. Il est Ouais, très c'est très vrai. bon. Oui. Ce personnage est juste hallucinant. Et puis, il y a J'ai toujours peur de faire ça. Vinnie Jones qui Ouais. danse et qui chante, enfin, c'est assez fou. Non mais j'aime bien le fait qu'il joue avec les codes du conte de fées et de la comédie musicale. À la début de l'épisode 2, je crois, ils sont en train de chanter Galavant et son écuyer et la princesse de Valence. Et à la fin de la chanson, il est à bout de souffle et il le dit. Il fait oh qu'est-ce que c'était long cette chanson, et je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça intéressant de jouer comme ça avec les codes. Mais justement, les parties de chansons, c'est pas un peu trop? Parce que ça marche totalement sans. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais aimé les Disney quand il y avait trop de chansons. Bizarrement. Là, en fait, ce que Romain disait très juste, en fait, il faut écouter surtout les paroles de Galavant, qu'en fait, à la fois des regards par rapport à l'histoire qui est développée, des dialogues en fait qui font avancer l'histoire, mais aussi des dialogues en fait qui regardent le côté totalement surréaliste de la série et qui s'adressent à ça. Donc, je trouve ça vraiment fun en fait à écouter. Ouais, ils font des dialogues même en chantant. À un moment donné, la princesse de Valence, elle chante le fait qu'elle trahit Galavant. Et lui, il l'a entendu, il dit quoi, qu'est-ce que t'as dit? Et elle dit non, rien, en continuant à chanter. Donc c'est assez ingénieux. Je pense pas que la série puisse vivre sans les chansons, parce que c'est un tout, ça fait Oui, partie de l'univers de la série. Puis je pense que ça va vraiment dans la nouvelle mouvance de... Enfin, j'ai pas vraiment vu Into the Woods, mais de ce qu'ils m'ont
Enfin, ça a l'air d'être assez proche de Galavant dans l'esprit, jouer sur ce côté conte de fées tout en le travestissant. J'ai l'impression que c'est quand même dans l'esprit de ce que fait aussi Broadway en ce moment. J'ai l'impression que c'est du coup peut-être assez proche de ce qui se fait à Broadway. Mannequin venant de là-bas. Et 8 épisodes de 20 minutes, c'est suffisant pour pas être. Oui, je pense Pour que pas c'est trouver ça un suffisant. peu indigeste Par ou... contre. C'est assez rapide, 8 épisodes de 20 minutes. Ensuite, moi j'ai peur en fait, parce que le gros problème de Galavant quand même, c'est l'intrigue qui est pas extraordinaire. Mhm. Ouais. Oui. Un prince C'est qui vrai. doit C'est retrouver très sa classique. princesse et qui est aidé là-dedans par une autre princesse qui l'a trahi. Enfin, bref, c'est assez. Donc voilà, je pense qu'en fait, encore une fois, c'est juste un petit plaisir, une petite gourmandise chaque semaine. Et voilà, on va pas faire une thèse sur Galavant. C'est pas le lieu de faire une thèse sur Galavant. Galavant ne le mérite pas. C'est juste un truc fun à regarder, point. Et puis il y a Timothy Omundson qui est absolument Ouais. génial dans Quelque le rôle du roi Richard. Ouais, Et exactement. il y a une bonne utilisation de John Stamos. Oui, dans l'épisode 2 qui était. Qui s'appelle dans la série Jean-Anne. Ouais. Voilà, voilà, je trouve ça absolument. À toutes les dames, je trouve ça absolument génial. Vous pensez que ça peut mener à d'autres séries dans le genre un peu musical, parodique Je pense pas. C'est Enfin, peut- Seul et l'unique. Bah, le problème, c'est que comme c'est un petit peu répétitif et que ça va avoir du mal déjà. Enfin, les 8 épisodes seront très bien, mais c'est très bien que ça dure que 8 épisodes. Et du coup, faire une autre série sur le thème. En fait, c'est original par rapport à son thème. Je pense pas que si on multiplie les séries Ouais, musicales vraiment. comme ça, à un moment donné, ce sera. Non, mais en plus, c'est pas des séries qui sont de fait populaires, réellement. Oui, c'est clair. On dit comédie musicale avec des princes et des princesses. Ça attire pas grand chose. Bon, voilà. Donc non, je pense pas que ça puisse démarrer un mouvement. Enfin, si ça avait été un gigantesque carton à la télé, sur les réseaux sociaux, en téléchargement illégal, etc. Là, j'aurais dit ouais, peut-être. Mais c'est pas le cas, donc non, C'est comme un peu le succès de Glee qui avait un peu lancé Smash, mais qui s'était complètement écroulé depuis. Il n'y a plus vraiment de. À part Empire là, cette année, mais c'est différent, je pense. Bah, justement, parlant d'Empire, Quelle bonne transition. tu fais mon boulot là. Formidablement écrit cette émission. Est-ce que, on va dire, le côté musical et enfin, le rap, parce que c'est plutôt du hip-hop, entre autres dans Empire, est-ce que le hip-hop et le soap peuvent faire bon ménage? J'ai envie de répondre 1000 fois oui sur le principe, après ça dépend ce qu'on en fait. Je veux dire, il n'y a rien de plus dans le hip-hop. Bon, je sais pas. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de hip-hop. Déjà, en musique, je suis une quiche, mais alors, d'une force, même pas idée. Le soap et le hip-hop, en fait, le soap peut faire bon ménage à peu près sur tout. C'est un genre qui est assez flexible là-dessus, si on respecte 2-3 codes, et Empire respecte ces codes du soap, réellement. Moi, j'aime pas Empire, j'ai pas aimé, mais c'est juste parce que c'est pas ma gamme du tout. Et je suis pas le public en plus d'Empire. Donc, oui, soap et hip-hop peuvent faire bon ménage. Soap peut faire à peu près bon ménage avec à peu près tout. Même avec la country, Nashville. Dans le hip-hop, il y a quand même beaucoup de rappeurs qui se mettent vachement en scène, qui mettent en scène leurs conflits entre eux. Tout est vachement scénarisé au final dans la scène rap US. Et du coup, je trouve que ça marche très bien, surtout sur cette histoire d'empire musical et tout l'argent que ça engrange. Enfin, le personnage principal, pour moi, c'est un peu Jay-Z, en fait, au final, qui cache son côté gangsta pour devenir cette espèce de rappeur bling-bling. D'ailleurs, c'est une contradiction d'Empire, parce que le personnage principal cache le fait d'avoir été dans la rue et d'avoir un jour eu affaire à la drogue, etc., alors que pour plein de rappeurs, c'est leur fond de commerce. Enfin, ils ont beaucoup chanté sur leur origine, leurs difficultés, leurs origines, etc., et c'est un peu la contradiction d'Empire, je trouve. Donc, sauf que c'est pas du tout cliché. Ah bah si, c'est cliché, c'est à fond, c'est tellement cliché que ça devient kitschissime, mais du coup, j'ai trouvé ça fun en fait, qu'ils aillent à fond dans ces caricatures, qu'ils en rajoutent des tonnes, et il y a un côté vraiment fun, il y a un qu'ils appellent Barack Obama toutes les 2 minutes en 2 épisodes, il y a un côté ouais, fun quoi, ça va pas plus loin, après oui, bon bah sur le principe il y a rien qui tient la route. En fait, ce qui est un peu gênant, c'est les 3 frères, je trouve. C'est-à-dire que je les trouve trop tendres en fait, les acteurs. Autant les parents, surtout sa mère, je la trouve péchue, elle est dans le truc. L'acteur principal, donc, dont on parlait, là, je sais pas comment il s'appelle dans la série, qui fait le Jay-Z, il est très bien aussi. Par contre, les enfants, je trouve que les acteurs sont pas au niveau en fait. Bon, il y a un personnage, notamment celui qui est un peu gay,
Il fait penser Oui, il à... est pas un peu. Il est... Ouais, il fait penser à... Donc c'est clairement, il est basé sur Frank Ocean, l'artiste en fait, qui joue avec son piano, c'est exactement ça, c'est pareil. Mais l'acteur est pas... Je sais pas, il fait pas passer d'émotion pour l'instant, il est pas dans le truc. Je trouve que c'est quand même un soap, et il faut que les acteurs... Les codes du soap, tu les vois. Il faut que ça marche, les acteurs, sinon... Mais ça marche. Je fais des comparaisons avec d'autres séries, par exemple... Je suis en train de défendre ça, Smash j'aime ou les soaps un peu musicaux, les acteurs sont mieux, je pense, que dans Empire. En même temps, l'acteur dont je parle est censé jouer le faible un peu de la famille, parce que justement, il est gay, il est gentil, et celui qui va se faire écraser, donc je trouve que... Bah ouais, mais justement, c'est je mets une pièce sur le fait qu'il va pas se faire écraser. Non, bah oui. C'est le plus talentueux de la famille en même temps. Mais tous les codes du soap, ils y sont, hein, vraiment. C'est aussi pour ça que je dis que c'est pas ma cam, c'est que moi je suis pas fan de soap, de manière générale. Que ce soit soap, Desperate était un soap d'une certaine manière aussi. De toute façon, le soap a été injecté dans beaucoup de séries. Mais si on reste par exemple sur les soaps musicaux, je pense à Nashville aussi. Ouais. T'as même des personnages principaux aux personnages secondaires, t'as des acteurs qui tiennent la route, qui ont une... Je trouve que c'est beaucoup plus solide que dans Empire, où dès qu'on sort des 2-3 personnages qui comptent, c'est pas solide. D'accord. Okay. Let's agree to disagree. Et la musique dans Empire, parce qu'elle a été faite par Timbaland. Ouais. Et une chanson sur deux, bien. En fait, ils ont parlé aussi de faire en gros, il y a aussi, ça me fait penser, il y a un producteur qui s'appelle Scooter Braun, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le producteur de Justin Bieber, et qui est en train de développer une série aussi. Ouais. Et son idée, c'est on va utiliser une série en fait pour vendre de la musique. Et ben Empire, en fait, ce qui a été développé par Lee Daniels et Danny Strong, ils développent une série, ensuite ils vont vendre de la série, ils vont vendre de la musique avec Timbaland. C'est une sorte d'écosystème qu'ils ont créé télévisuel et musical. Timbaland, je ne suis pas un très grand fan de ce qu'a fait Timbaland, je le connais. Et c'est surtout vrai dans les musiques justement c'est le deuxième fils, hein, d'ailleurs, c'est le fils du milieu, qui est le plus talentueux là. Timbaland s'entend vraiment là-dedans. Et c'est les musiques les plus abordables pour les gens qui n'aiment pas le hip-hop comme moi par exemple. Donc moi je me suis laissé embarquer dans ces musiques-là, donc ça c'est cool. Maintenant, Empire est c'est une série un peu bâtarde. C'est à la fois un soap, c'est à la fois une comédie musicale, il y a plein de trucs. C'est un trop plein, il y a un trop plein de trucs. Excessif dans tout. Et moi, ça me correspond pas. Ensuite, ça marche très bien aux États-Unis, Empire. Ça fait 9 et 10 millions les deux premiers. Ouais, le deuxième a fait mieux que le pilote. Ce qui est assez rare. Elle est renouvelée. Voilà, c'est-à-dire que la série. La série elle a pris, ça y est. Voilà. Ça va faire 6 saisons comme Lily, ça va être formidable. Moi je trouve que musicalement il y a quelques chansons qui se tiennent, tout ne se tient pas dans un même épisode, mais voilà. Le plus jeune frère justement, je trouve qui rappe assez bien, celui qui est censé être moins talentueux mais plus bête de scène. Ouais. C'est un acteur qui sait à peu près rapper, moi je trouvais que ses raps étaient pas mauvais, et le synthé ça passe une fois sur deux quand même. Tu vois, il y a une scène où à un moment donné ce fils, le petit, dit là il rappe pas bien et ensuite il rappe bien, mais moi j'ai pas vu la différence parce que je suis une quiche en musique, donc ça peut pas me parler moi. Voilà. Encore une fois, je peux plus. Non, mais je crois que c'est vraiment subtil, quoi. Même la première scène du début où donc le patron il encadre une chanteuse, et tout d'un coup il lui dit bah c'est mieux, mais en fait elle crie. Non, là j'avoue cette scène était super drôle. Elle change un peu plus, elle part un peu plus dans hauteur, quoi, mais c'est tout. Je suis tellement quiche en musique, c'est une honte. Je suis désolé. On va enchaîner avec une série tout à fait différente, 12 Monkeys. Que je n'ai pas vue.